bonjour et nous sommes toujours ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission, nouvelle édition de En roue libre. Pierre Chasseret, 40 millions d'automobilistes, on en est à la combienième? On en est, Malolo, à la 28e aujourd'hui. Ouais, le temps passe. Waouh, ça va vite et vous êtes de plus en plus nombreux. Ça nous ravit et vous savez que vous pouvez échanger avec nous, envoyer des messages sur les réseaux sociaux ou même ici sur YouTube. Alors, au programme de notre rendez-vous, Pierre, on va entre autres parler des fameuses ZFE. Ouais, ces zones à faibles émissions, j'allais dire les zones à forte exclusion. Expression très 40 millions d'automobilistes. Alors, vous l'avez certainement vu dans l'actu, des personnalités nous rejoignent, ont lancé aussi un mouvement. Je pense à Alexandre Jardin, les Gueux. Alexandre qui rejoint l'association 40 millions d'automobilistes. C'est l'avantage d'être l'association numéro 1, c'est qu'au final, eh bien, on a les meilleurs derrière nous. Donc c'est quand même un allié de poids. On lance cette pétition sur le site de l'Assemblée nationale qui permettra à chacun d'entre vous, et il faut le faire, parce que si on passe les 100 000 signatures, c'est obligatoirement étudié en proposition de loi à l'Assemblée nationale. Donc il faut véritablement se rendre sur le lien que je vous ai mis en description avec toute l'équipe, parce que en le signant, eh bien, c'est peut-être la fin des ZFE, tout simplement. Et évidemment, on en reparlera parce que ce sera le grand sujet de notre vrai du faux. Et puis, est-ce que vous avez pensé avoir une dashcam auprès de votre voiture? Ou est-ce que vous en avez déjà une? Il sera question des dashcams au cas où, si on a un accident. Ça, les petites caméras embarquées, on peut les mettre aussi dans la voiture. Ça peut vous permettre, lorsque vous êtes victime d'un accident, de s'en sortir tout simplement. Évidemment, d'autres sujets. Nous aurons le plaisir de retrouver toute l'équipe. Jade Gabin, que vous allez pouvoir retrouver dans quelques instants. On y va, on perd pas de temps? Allez, on part. Gros sujet aujourd'hui. Allez, c'est parti. Tout de suite, c'est l'actu dans le rétro et on va retrouver Jade avec une première actualité, un nombre croissant de conducteurs sans permis. C'est ça, Jade? En France, on constate une augmentation du nombre de conducteurs sans permis, comme l'a montré un récent incident dans les Landes. Un automobiliste sans permis et sous l'empire du cannabis a tenté de fuir les forces de l'ordre après plusieurs incidents et plusieurs infractions, mais a finalement été retrouvé. Ce phénomène de conduite sans permis et sans assurance est en forte hausse en France et devient un symbole d'une sécurité routière à renforcer. On estime qu'environ 1 million de conducteurs roulent sans permis et sans assurance, mais le problème est que les radars automatiques ne pourront pas détecter ces infractions. Autre actualité qui est tombée cette semaine dans l'actu dans le rétro, quelqu'un qui a fait un excès de... Comment tu dis, Pierre? Un excès de micro-vitesse. Je ne sais pas comment on appelle ça quand on roule à l'envers, tu sais. C'est-à-dire qu'un excès de trop vitesse basse. C'est ça. Voilà. Un automobiliste a été arrêté pour un excès de sous-vitesse. Il roulait à seulement 30 km/h sur l'autoroute. Il a expliqué qu'il parlait au téléphone, ce qui l'empêchait de rouler vite, mais il a été aussi testé positif à l'alcool avec 2,24 g d'alcool dans le sang. Sur l'autoroute, sauf sur la voie de gauche, il n'y a pas de vitesse minimale imposée. Cependant, l'article R413-19 du Code de la route précise que les conducteurs ne doivent pas gêner la circulation en roulant à une vitesse anormalement basse sans raison valable. Dans ce cas, l'excès de sous-vitesse repose sur cet article et est combiné à la conduite en état d'ivresse et avec le téléphone au volant. Je voudrais vous poser une question, mais vous allez voir très personnelle. Quelle est la couleur de mes yeux? Bleu. Pourquoi je vous parle de mes yeux? Parce que Jade, vous allez nous parler de phares d'une couleur un peu bleue, mais très très bleue. C'est quoi cette idée? Ce sont des phares turquoises. Mercedes a l'intention d'intégrer des phares turquoises dans leurs véhicules afin de les rendre plus visibles. Ils seront tout d'abord testés en Allemagne et aux États-Unis. La couleur turquoise a été choisie car elle se distingue de la signalisation routière actuelle, elle permet une bonne visibilité peu importe les conditions météorologiques, et surtout, elle permettra de différencier les véhicules autonomes des véhicules normaux. Cette phase de test pourrait durer jusqu'à 2028, mais les véhicules autonomes, ce n'est pas pour maintenant. C'est fini pour les actus de la semaine. Comme d'habitude, on se retrouve la semaine prochaine. Maintenant qu'on en sait plus sur les fameuses dashcams, et merci à Maître Attal, on va retrouver Gabin et sa nouvelle passion depuis quelques semaines, ce sont les... Pas Non. En un seul mot, évidemment. Et là, il va nous faire découvrir ou redécouvrir un panneau qu'on n'aime pas du tout. Vous allez voir. Aujourd'hui, dans le C'est quoi ce truc, nous allons parler du panneau de ZFE dynamique. Donc, ce sont des panneaux électroniques qui peuvent indiquer en temps réel les conditions d'accès,
mais aussi les restrictions temporaires en fonction de la pollution. Donc ces panneaux, ils se trouvent généralement à l'entrée des grandes villes ou aux abords des zones concernées. Ils peuvent afficher des messages lumineux qui précisent les restrictions en cours, les horaires d'application, des alertes en cas de pic de pollution qui peut renforcer temporairement les restrictions. Et certains sont interactifs, c'est-à-dire qu'ils détectent la plaque d'immatriculation pour indiquer si votre véhicule est autorisé ou non à rentrer dans les zones concernées. Donc ces panneaux dynamiques, on les retrouve dans des ZFE permanentes, dans des ZFE activables en cas de forte pollution, dans des ZFE spécifiques aux poids lourds ou encore dans les ZFE très stricts, donc pour rappeler les interdictions aux véhicules non classés. On peut avoir différents types d'affichage, donc on peut avoir l'affichage rouge qui stipule ZFE active, donc accès interdit aux critères 3, 4, 5 et non classés. On peut avoir un affichage jaune, donc pollution élevée, ce qui veut dire qu'il y a des restrictions renforcées dès le lendemain, ou alors un affichage vert qui indique que la circulation est normale et qu'il faut respecter la ZFE. En France, plusieurs agglomérations ont mis en place ces panneaux dynamiques de ZFE, parmi lesquels Paris, Lyon, Marseille, Aix-en-Provence, Montpellier et encore tas d'autres grandes agglomérations. Permis pas permis va vous concerner, surtout si vous avez une dashcam. Ces petites caméras que l'on peut installer à l'intérieur de nos véhicules et qui va nous permettre de filmer tout ce qui se passe à l'extérieur. Attention, vous êtes aujourd'hui en 2025 70 000 automobilistes à posséder des dashcams dans votre véhicule, des chiffres qui ont plus que doublé depuis 2020. À mes côtés, maître Ingrid Attal, qui est avocate spécialisée en droit routier et évidemment avocate de 40 millions d'automobilistes. Est-ce que je peux tout faire avec ma dashcam? C'est-à-dire, est-ce que je peux m'en servir pour preuve avec la police, au niveau de mes assurances, au niveau juridique? Expliquez-moi tout ce que je dois savoir. Bonjour Laurence. Bonjour. Alors la dashcam, ça devient un outil qui peut effectivement être utile aujourd'hui pour établir des responsabilités dans le cadre d'un accident ou notamment pour pouvoir constater, j'ai envie de dire, la scène dans le cadre d'une verbalisation lorsqu'on est au contact des services de police qui vous reprochent parfois un feu rouge, un usage de téléphone ou un franchissement d'une ligne continue, etc. Et donc aujourd'hui la dashcam, elle est admise comme preuve parce qu'on se rend compte, nous dans la pratique, que de plus en plus les automobilistes, lorsqu'ils ont un accident de la route et qu'ils possèdent une dashcam, vont extraire la vidéo donc de la caméra et vont communiquer ces éléments, surtout si effectivement il y a un conflit en termes de responsabilité, c'est-à-dire que les deux automobilistes ne sont pas d'accord sur les responsabilités de l'accident. C'est un outil qui peut être utile et on le voit petit à petit, au fur et à mesure du temps, des gens qui utilisent ces éléments-là comme preuve, comme mode de preuve. Ouais, comme mode de preuve. Et c'est assez intéressant. Dernièrement, enfin pour pas tout dévoiler, mais vous êtes encore sur une affaire qui utilise des preuves dashcam. Effectivement, il y a encore quelques jours, j'ai une audition de police où la victime qui avait porté plainte avait produit des extraits de sa dashcam pour décrire la scène avec l'autre automobiliste. Et donc, ça permet justement de voir réellement ce qui s'est passé, parce que parfois les interprétations des uns et des autres sont pas toujours le reflet de la réalité, et ça peut être utile comme outil, quoi. Donc vous me dites, vous, Ingrid Attal, qui est avocate spécialisée en droit routier, que c'est recevable juridiquement. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que vous communiquez ces éléments à votre assureur. En matière pénale, la preuve, elle est libre. C'est-à-dire que vous êtes poursuivi pour des faits de blessures involontaires, vous avez une dashcam sur votre véhicule qui va permettre d'établir peut-être en votre faveur une absence de responsabilité dans l'accident. Au contraire, on est preneur de ce type d'outil, justement pour savoir si la personne va être coupable ou pas de faits de blessures involontaires. Et de la même manière, même dans le cadre des indemnisations et parfois des partages de responsabilités, ces outils sont utilisés. Ça marche évidemment en termes juridiques, mais également pour les assurances. Oui, bien sûr, vous pouvez aussi communiquer ces extraits de dashcam. Alors, c'est toujours le problème, c'est qu'il faut produire l'intégralité de ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire des coupes de ce qui peut nous arranger. Un petit montage. Voilà, un petit montage vidéo. Et d'ailleurs, par exemple, lorsque j'ai eu le dossier dont je vous parlais, on s'est assuré qu'effectivement, on avait la continuité et on avait vraiment la globalité de la scène pour apprécier le bien fondé ou pas de ces vidéos. Donc on peut les communiquer à son assureur, puisque la dashcam sur la route, elle filme la voie publique, donc on n'a pas de problème d'atteinte à la vie privée, donc vous pouvez la communiquer. Et puis, ça peut être intéressant aussi, si c'est en votre faveur bien évidemment, si on vous verbalise à tort pour un feu rouge ou pour un non-respect d'un stop, et que en réalité vous dites non mais moi le stop je l'ai pas franchi, le feu je l'ai respecté. Vous pouvez produire des extraits de la dashcam, mais là
En matière contraventionnelle, il faudra retranscrire par voie d'huissier la caméra puisque les preuves se rapportent par écrit. Vous ne pouvez pas arriver à l'audience avec votre petite vidéo, ça ne sera pas considéré comme quelque chose de recevable et pouvant remettre en cause la force probante du PV. Donc, pour conclure, vous êtes plutôt pour? Ah oui, moi je suis pour ce type d'outils dès lors qu'ils permettent, j'allais dire, d'éclairer la juridiction, d'éclairer les services de police, permettent d'établir des responsabilités et notamment parfois on peut être poursuivi à tort et ces éléments-là peuvent peuvent retourner, j'allais dire, la situation en votre faveur. Donc oui, bien évidemment, il faut faire avec son temps et c'est des outils qui sont appréciables. Merci beaucoup, Maître Attal. Avec plaisir. Permis, pas permis, c'est terminé. À vous de choisir si vous voulez prendre une dashcam aujourd'hui. Et chaque semaine, avec Pierre Chasseret, DG de 40 millions d'automobilistes, vous savez bien qu'il y a un sujet qui le gonfle particulièrement. J'ai la sensation qu'on a un petit peu parlé de ce qui le gonfle aujourd'hui, un petit peu plus tôt dans l'émission avec Gabin. Ouais, notamment avec les ralentisseurs. Pourquoi les ralentisseurs? Parce que c'est vraiment quelque chose qui vous touche dans votre quotidien et que je sais que parfois, Laurence, quand on parle de ralentisseurs hors normes, parce que c'est ceux qui posent problème en France, très souvent on a l'impression que certains extrapolent, notamment sur des douleurs au dos qui surviennent. Mais non, c'est une vraie réalité. C'est-à-dire que derrière, on a, à travers ce ralentisseur, un dispositif qui est utilisé par les élus des plus petites villes parce qu'ils se disent qu'il faut faire baisser la limitation de vitesse. Et pourtant, à aucun moment on ne se pose la question des mesures qui pourraient être placées en alternative à cela. Bien sûr. Alors évidemment, il y a les chicanes, Bien sûr, on ça les marche connaît. très bien. Mais on a découvert quelque chose qui commence à arriver sur les routes et j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Donc je vais vous demander de participer à l'émission, notamment dans les commentaires. Ce sont les feux tricolores récompenses. Ils sont placés dans des petits villages, Ouais. ces feux tricolores, en plein milieu d'une voie. On n'en comprend quasi pas l'utilité. Et en fait, ce feu, il va récompenser le fait que tu respectes la limitation de vitesse dans la ville. Ok. Si tu roules en dessous de 50 km/h, par exemple, dans une ville qui serait à 50, ce feu tricolore va venir passer au vert à partir du moment où tu respectes la limitation de vitesse. D'accord. Si tu es au-dessus, Il se passe au rouge. il est au rouge. Les effets sont extrêmement positifs. C'est-à-dire qu'on a vraiment une amélioration des comportements. Ça casse véritablement la vitesse des chauffards. Ça ne sanctionne pas. On n'est pas sur un effet radar. On n'a pas, ce qui sert à rien, on va te flasher, mais tu roules quand même vite. On n'a pas changé le problème. Et ça permet une prise de conscience parce que dans l'imaginaire collectif, le feu tricolore, sauf pour les cyclistes, le feu tricolore, il est absolument nécessaire pour la sécurité de tous. Et comme tout le monde, dans notre imaginaire, s'arrête quand on voit un feu, c'est vraiment un truc qu'on apprend tout petit, c'est rouge, on s'arrête, et bien là, ça fonctionne. Donc ces feux récompenses sont une vraie bonne solution. Attention, je mets un petit bémol quand même. Quand on est dans une ville, C'est ce que j'avais posé comme il y a une question. zone à 30, et que dans cette zone à 30, on place ce type de feu, on roule pas à 24. Hein. Donc ça crée un arrêt devant la maison de ceux qui habitent là, puis un redémarrage, et donc c'est gênant pour le voisinage, et on n'a pas l'effet escompté. Donc alors messieurs, mesdames les élus, le feu tricolore récompense est une excellente solution, à condition que vous le placiez Correctement. avec une vitesse qui est normale et respectable. Et du coup, dans les villes où il y a beaucoup trop de ralentisseurs, on referait la place aux chicanes, ça serait aussi bien. Oui, alors les chicanes, c'est une solution qui peut exister parce que ça permet du stationnement Ah oui. en plus dans les petits villages. Et on Oui, sait dans les villes aussi. dans les villes aussi, Ouais. c'est pas mal, mais ça crée quand même quelque chose d'assez anxiogène. Quand on est au volant, c'est pas rassurant de tomber sur ce genre de dispositif. Mais lorsqu'il faut mettre en place du stationnement aussi, c'est vrai qu'en alternant le stationnement et en créant ce type de dispositif, ça permet de casser la vitesse de certains. Ce qui me gêne le plus, ce qui me gonfle le plus là-dedans, c'est que pourquoi on en vient à ce type de mesure? Parce qu'on a 5-10% d'hurluberlus qui ont décidé de rouler à 150 en ville et qui transforment les routes du quotidien en circuits auto. C'est ça le problème. Et c'est toute la classe qui est punie avec ce type de dispositif. Les ralentisseurs, c'est pas mon truc. Il suffit de rouler et dès qu'on est dessus, le nombre de fois où bam, on se dit c'est pas possible, qu'est-ce qu'il leur prend dans ce bled? Il leur prend que vous avez un élu et que cet élu, il veut protéger ses habitants. Il y a des gamins et Alors, il pense prendre la bonne décision. est-ce que, je sais pas vous, hein, et tu le disais, n'hésitez pas à réagir hein, sur les feux à récompense, mais aussi sur la réalité dans vos villes et dans vos villages. Une petite commune du sud de l'Essonne, pour ne pas la nommer, Bièvre, à côté de la gare. Vous passez la gare, il y a un ralentisseur, normal. Vous passez la gare, 50 mètres plus loin, tu as
4 ralentisseurs Bah qui oui. se suivent à 10 mètres les uns des autres. Ouais. Il n'y a pas une école, c'est Non. une rue qui va aller dans le bois. Il y a juste 2-3 immeubles sur le côté. Il y en a 4 ou 5 qui se suivent à 10 mètres. Il lui restait du goudron. Non, mais il y a un moment, Non, mais il y en a plein des exemples comme ça, mais qui c'est sont fous. dingue. Et puis quelquefois des endroits où on se dit mais à quoi ça sert? Je pense à certains parkings de centres commerciaux où tous les 10 mètres t'as un ralentisseur. J'ai jamais vu un taré passer à 150 dans un parking. Ou alors si on en met quelques-uns en dispositif, ça peut être possible. Un parking, je suis moins d'accord avec Pierre Mais non, Chesseret. mais pas tous les 10 Un mètres. parking de supermarché, Pas parce tous qu'on les a 10 beaucoup de mètres. gens qui sont à pied, des enfants qui peuvent d'un seul coup Non, courir. mais j'entends, mais pas tous les 10 mètres. Ça sert à rien. Il y a un moment où il faut garder du raisonnable. Quand tu as une voiture qui tabasse par terre tous les 10 mètres, Non, mais c'est insupportable. Et puis surtout, c'est un coût. Enfin, l'économie, on a tous besoin d'argent, le pays va mal, les sociétés et les villes n'ont plus de budget, et on continue à installer des ralentisseurs qui coûtent très cher. Ouais, mais ça, c'est vraiment, je sais que c'est un sujet qui vous fait réagir. On travaille la dessus. première, hein. On travaille dessus et on travaille aussi sur une norme avec le Parlement qui nous permettrait d'obtenir véritablement quelque chose d'acceptable. Ça, on le met en place et vous en saurez très bien, vous connaîtrez très bientôt la suite avec on va dire une petite commission qu'on est en train de monter dans 40 millions d'automobilistes qui va nous permettre d'exercer une pression, mais une pression. Pardon, On la garde. il y avait trop de pression. Une pression positive sur l'Association des maires de France et l'Association des maires ruraux de France, Très que bien. j'aime beaucoup d'ailleurs. Allez, ça me gonfle, vous l'avez compris, ça nous gonfle, et vous aussi, donc vous réagissez, et on va vous proposer aussi de réagir sur les commentaires pendant notre rendez-vous en roue libre pour 40 millions d'automobilistes dans le sujet qui va suivre dans quelques secondes, parce que là, ça concerne les ZFE, et on est tous concernés, attention, même si vous habitez dans un petit village centre-France, à un moment ou à un autre, vous allez y être confrontés. À tout de suite. Le vrai du faux aujourd'hui nous concerne pratiquement tous. On va parler des ZFE, mais pas simplement des ZFE, on va parler aussi d'une grande personnalité qui rejoint 40 millions d'automobilistes pour ce combat, Pierre. Oui, Alexandre Jardin et son mouvement Légueux, on en a beaucoup entendu parler. Il est sur toutes les ondes. Il a découvert les ZFE un peu sur le tard, alors que nous, on était, c'est vrai, dessus, et on se connaît bien depuis quelques années. Depuis que le texte est passé en 2019, on savait que ça allait être un combat absolument capital pour l'association. On reçoit son soutien aujourd'hui. C'est bien, on s'unit. Je trouve que il faut des personnalités aussi qui aient ce courage-là. Il y en a d'autres à venir. Mais Alexandre Jardin est vraiment quelqu'un qui va nous permettre, sur ce coup-là, Laurence, de passer aussi une autre étape. Parce que c'est une personnalité publique, on est une association, lui c'est une personnalité, c'est un intellectuel, c'est un écrivain, et je pense que le voir venir sur le combat qu'on mène avec l'association, c'est quelque chose qui ne peut qu'être positif. Voilà, j'ai cette pétition en ligne de l'Assemblée nationale, mais on en parle tout de suite. On en parle dans quelques instants parce que vous êtes peut-être en train de vous dire, ok, alors les ZFE, alors attendez, on a entendu plein de choses depuis le début de l'année, alors ce qu'on va faire c'est un point. Aurélie, déjà dans un premier temps, est-ce que tu peux nous resituer l'histoire des ZFE ? Les zones à faibles émissions sont des territoires dans lesquels une interdiction d'accès et de circulation est instaurée pour les véhicules considérés comme les plus polluants dans le but d'améliorer la qualité de l'air dans ces périmètres. Les premières ZFE sont apparues en Europe dès 1996 et elles se sont très vite développées. En 2020, on comptait pas moins de 247 zones à faibles émissions dans une douzaine de pays européens. Parmi les plus importantes, il y avait celles d'Amsterdam, de Berlin, de Copenhague, de Lisbonne, Londres, etc. En France, le concept des zones à faibles émissions a d'abord été intégré à celui des zones d'action prioritaire pour l'air, les APA, qui sont inscrites dans la loi Grenelle de 2010. Cet article de loi permettait l'expérimentation d'un dispositif similaire à celui des ZFE qu'on connaît aujourd'hui pour les collectivités françaises de plus de 100 000 habitants où une dégradation de la qualité de l'air était avérée. Mais les APA n'ont jamais été mises en œuvre. Par la suite, le plan d'urgence pour la qualité de l'air de 2013 a relancé le sujet en suggérant des leviers pour renouveler le parc de véhicules polluants et renforcer les mesures en cas de pic de pollution telles que des restrictions ponctuelles de circulation et la mise en œuvre de la circulation alternée. L'idée d'encourager les municipalités à prendre des mesures pour améliorer localement la qualité de l'air prend forme avec le projet Ville respirable en 5 ans. La ministre propose alors aux élus locaux de mettre en place des mesures spécifiques
pour réduire progressivement la circulation des véhicules les plus polluants dans certaines zones. C'est la naissance des ZCR, les zones à circulation restreinte. En 2019, la loi d'orientation des mobilités prévoit la mise en place des zones à faibles émissions qui viennent remplacer les ZCR. Finalement, c'est la loi dite climat et résilience adoptée la même année qui réglemente d'une part l'obligation de la mise en place des ZFE dans les périmètres urbains de plus de 150 000 habitants, d'autre part la circulation des véhicules motorisés en fonction de leur catégorisation par les vignettes critères, et enfin la mise en œuvre d'un calendrier progressif des interdictions minimales de circulation en fonction de la qualité de l'air dans la ZFE. Merci beaucoup Aurélie, c'est beaucoup plus clair. Est-ce que vous avez votre vignette critère? Ouais, vous allez me dire, Laurence, là où j'habite, j'en ai pas besoin. Bref, toujours est-il qu'il s'est passé plein de choses depuis la création de ces ZFE, et depuis le début de l'année 2025, il y a une réalité qu'on n'a pas vu arriver, enfin si, les associations comme toi, vous êtes battues. Jade, tu nous fais un point sur la réalité des ZFE depuis janvier 2025, s'il te plaît? La situation des zones à faible émission en France est chaotique, surtout en raison des différences entre chaque métropole. Chaque ville applique des règles spécifiques, ce qui crée de la confusion dans la tête des automobilistes. Paris, Lyon, Marseille, Toulouse, Bordeaux, elles ont toutes des ZFE mais avec des critères et des calendriers différents. Par exemple, à Paris, certaines restrictions sont déjà en place depuis plusieurs années, tandis qu'à Bordeaux, l'interdiction des véhicules les plus polluants est plus récente et beaucoup moins stricte. Cela crée des inégalités territoriales où des populations plus dépendantes de la voiture, souvent dans des zones moins bien desservies par les transports en commun, se retrouvent désavantagées. Ces disparités compliquent la vie des automobilistes, notamment pour ceux qui se déplacent entre plusieurs villes. Alors, on a beaucoup mieux compris, mais moi, ce que j'aimerais comprendre, Pierre, avec 40 millions d'automobilistes, où est-ce que vous voulez aller et quels moyens vous mettez en œuvre? Alors, c'est très simple, Laurence. En fait, on a plusieurs volets d'action. Un, l'opinion publique, les médias, enfin, tu connais l'histoire, ça, on sait faire. Le deuxième volet, sur ces zones à faibles émissions, ça va être de mobiliser directement l'Assemblée nationale, les parlementaires. Pour saisir les parlementaires, une pétition en ligne. Le lien s'inscrit en bas de la vidéo, dans les commentaires. Je vous demande de tous y aller, de tous vous rendre sur ce site internet pour signer cette pétition en ligne, et je vous explique pourquoi. À 100 000 signatures, la proposition mise en place d'abrogation des ZFE sera étudiée à l'Assemblée nationale. 100 000 signatures, wow. C'est rien. Oui, mais c'est quand même, c'est bien, enfin, on peut le faire très vite. On peut le faire, on va le faire, et ça c'est quand même le point le plus capital, parce que ça va nous permettre enfin peut-être d'abroger ces zones à faibles émissions. Ça c'est ce que je vous demande, on en a besoin. L'autre proposition, c'est qu'aujourd'hui tu vois qu'à l'Assemblée nationale, tous les courants politiques, aucun courant politique aujourd'hui n'est favorable aux ZFE. Chacun y va de sa petite proposition de loi. Mais personne, c'est la guéguerre. Personne ne veut voter la proposition de l'autre parce que c'est pas le même bord, c'est pas le même parti. Alors je résume. Il y a une proposition du RN d'abrogation des ZFE. Une proposition des LR de moratoire de 5 ans. C'est une abrogation, c'est la même chose. Dans 5 ans, on n'en parlera plus. Donc on a ça. On a une proposition de la France insoumise en faveur d'un moratoire, abrogation, enfin le même système. On a des propositions de sénateurs qui vont arriver, sénateurs centristes, centre-droite, qui va arriver. En fait, tout l'échiquier politique dit la même chose. Pire encore. Le ministre des Transports, Philippe Tabarot, avait publié un rapport sénatorial il y a 2 ans. D'accord. Je suis bien placé, hein, je savais qu'il avait participé à ça. Hein. Et ce rapport disait exactement ce que 40 millions d'automobilistes préconisaient. C'est-à-dire tout basé sur le contrôle technique, et la France qui s'arrête au feu rouge, la France qui passe son contrôle technique, la France qui a jour de contrôle technique, eh bien, elle a le droit de rouler. Parce que ça paraît quand même délirant de te dire « Bonjour madame, votre contrôle technique, il est nickel, mais vous n'avez pas le droit de rouler. » Surtout que maintenant, sur le contrôle technique, on mesure la pollution du véhicule. Donc si en plus la pollution, enfin il n'y a pas de pollution, si le résultat est bon... Si le résultat est bon, on roule, ça paraît évident. Donc voilà les 3 volets d'action. Ça c'est vraiment le message d'aujourd'hui. Rejoignez-nous, rejoignez le mouvement, vous allez voir dans cette pétition en ligne. Évidemment il y a mon nom, parce qu'il fallait la lancer nominativement. Donc je m'engage personnellement dans cette pétition, mais j'ai besoin de vous, je ne peux pas être tout seul. Alexandre Jardin est dans cette pétition, vous le voyez dans le texte, regardez, là il défile, on le met aussi en ligne pour que vous puissiez le voir apparaître à l'écran. Maintenant je vous demande véritablement de signer. 100 000, c'est rien mais c'est énorme. C'est tellement rien et c'est tellement énorme que ça n'a jamais été réalisé sur le site de l'Assemblée nationale. Personne
Aucune association n'a pour le compte réussi ce tour de force. Je vous demande de ne pas réfléchir. Bien sûr, il faut se connecter avec France Connect. Évidemment, c'est l'Assemblée nationale. Il n'y a rien, il n'y a pas de risque. Je le fais, j'y vais. Alexandre Jardin y va. Je compte sur vous. 100 000, c'est rien, mais c'est beaucoup. Mais si on le fait, si tout le monde, si vous derrière votre... Moi, j'y vais aussi, hein, évidemment. Ouais, si vous derrière votre écran, vous me rejoignez sur ce combat, on a gagné. C'est plié. Et on donnera aussi une autre vision de la France. Une vision où l'automobiliste a son mot à dire. Alors je compte sur vous, faites-le. Et alors moi j'ai des chiffres à te donner parce que c'est le fameux ZFE et je pense que vous en êtes conscient vous aussi. C'est vraiment la double peine pour les ménages les plus modestes. Avec une dernière étude que j'ai reçue, pour être très honnête avec vous, il y a 2-3 jours. Écoutez bien, dans les communes où les véhicules critères 3, 4 et 5 dominent, le taux de chômage atteint des sommets 10%. Contre 7% pour la moyenne nationale. Oui, c'est évident. C'est la double peine. De toute façon, l'écologie aujourd'hui, c'est quoi? L'écologie, c'est rouler en Tesla en ville, et pour les autres, il y a le bus quand il y en a un. Voilà. Autre chiffre, et c'était ton combat, je m'en souviens, dès que ça a commencé, parce que ça a été un de tes chevals de bataille qui était très fort. Un de tes chevaux, même. En même temps, il y en a toujours plusieurs sous le capot, vous êtes d'accord? Bref, voilà, t'avais ta calèche. Un bocal, des bocaux. L'accessibilité aux soins y est également plus faible. Et puis encore une dernière information, le revenu médian disponible n'est d'environ que de 17 000 €, toujours dans ces communes touchées très fortement par l'interdiction des critères 3, 4, 5, contre 23 000 € pour la moyenne nationale. Oui, c'est une évidence. De toute façon, c'est la France des plus démunis qui est touchée. On sait bien, à travers ces zones à faible émission, ceux qui payent la double peine, c'est toujours ceux qui n'ont pas d'argent. Moi, j'en ai marre de cette écologie à deux vitesses. L'écologie, c'est pas la ségrégation par le fric. Donc, rejoignez-nous. Signez massivement, partagez, signez. Et là, si on le remet fait, le lien. on a gagné. Le là, lien, on il est remet partout. le lien, là. Il est partout, là. Et il est évidemment aussi sur le site de 40 millions d'automobilistes. Évidemment, au cas où vous avez loupé, 40 millionsdautomobilistes.com ou .net, je sais plus. Vous n'hésitez pas. De toute façon, vous allez trouver notre site internet et vous aurez tout dessus. Mais le lien de la pétition est en description de la vidéo. Je compte vraiment sur vous. Partagez-le. 100 000, ça paraît rien quand on est 40 millions d'automobilistes, mais je vous assure que c'est beaucoup. Allez, vous l'avez compris, on a tous besoin les uns des autres pour ce combat. Et quant à nous, pour le rendez-vous en roue libre, eh bien on continue et on va retrouver Gabin dans quelques instants. Et avant de se quitter pour cette nouvelle émission d'En roue libre, on va apprendre des petites choses plutôt hyper sympas. Moi, j'aime beaucoup cette chronique avec Gabin. Tiens, par exemple, si je te dis, Pierre, 1903. Maurice Garin gagne le premier Tour de France. Ouais. Ah, mais tu touches à ma passion, là. Oui, c'est improbable, mais c'est comme ça. Bon. Eh ben, il ne s'agit pas du Tour de France, mais il s'agit de la traversée d'un pays extraordinaire, surtout à l'époque, par un homme qui ne l'était pas moins, n'est-ce pas, Gabin? Aujourd'hui, on va parler d'une incroyable histoire, celle de Horatio Nelson Jackson. Donc Horatio Nelson Jackson, c'est un médecin et homme d'affaires de 31 ans et qui entend plusieurs personnes dire qu'aucune voiture ne pourrait traverser les États-Unis d'un océan à l'autre et piqué au vif, cet homme va parier 50 $ qu'il peut le faire. Le problème, c'est qu'il n'a pas de voiture et presque aucune expérience de conduite, mais il est déterminé. Alors en un temps record, cet homme il achète une Winton Touring Car, qui est un véhicule à 2 cylindres qu'il va baptiser affectueusement Vermont, en hommage à son état natal, et il recrute ensuite Sewell Crocker, un mécanicien expérimenté pour l'aider à gérer les réparations. Le 23 mai 1903, les deux hommes prennent la route depuis San Francisco, emportant avec eux des provisions de base, donc de l'huile, de l'eau, des pièces détachées et des vêtements, mais leur périple va être semé d'embûches. À cette époque, les routes goudronnées sont quasi inexistantes et encore moins à l'ouest des États-Unis, donc très vite ils sont confrontés à une série de défis. Pneus crevés, problèmes mécaniques, pistes impraticables, mais les deux hommes ne désespèrent pas et ils continuent leur route en surmontant toutes ces épreuves. Lorsqu'ils arrivent dans l'Idaho, ils tombent sur un pitbull nommé Bud et décident de l'adopter. Le chien devient rapidement leur fidèle compagnon de voyage, mais les routes poussiéreuses irritent ses yeux. Alors Jackson va acheter des petites lunettes de protection, ce qui fait de Bud une véritable attraction ambulante avec ses petites lunettes pour chien sur ses yeux. Malgré tous les obstacles, le duo poursuit sa route. Ils vont traverser des montagnes, des plaines, des rivières. Et après 63 jours d'aventure, ils arrivent enfin à New York le 26 juillet 1903. Ils deviennent ainsi les premiers à traverser les États-Unis d'un océan à l'autre en automobile.
Le voyage de ces deux hommes va inspirer d'autres pionniers de l'automobile et marque le début de l'ère des road trips. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, leur voiture Vermont, et les fameuses lunettes de Bud, elles sont exposées au Smithsonian Museum à Washington, D.C. Moralité, ne jamais sous-estimer un pari lancé sur un coup de tête. Bon, bah c'est terminé pour notre rendez-vous en roue libre aujourd'hui. On se retrouve bientôt, hein, toute la semaine en fait, c'est en replay tout le temps. Hein. Oui, c'est ça, c'est que même si vous voulez le regarder tous les jours, en fait, vous pouvez. Et à l'heure que vous voulez. En mangeant, par exemple. Ou alors en plusieurs fois. On fait des coupes comme ça, si on est trop long à supporter. Non. Nous, on supporte. Ouais. Ouais. Mais donc, vous pouvez 1 minute tous les jours, par exemple. Ah oui, c'est possible. En tout cas, une chronique, parce que Ouais. l'émission peut se grignoter comme ça. Et surtout, vous n'hésitez pas, vos commentaires, vos sujets, vos réactions. Tout de suite, on vous attend en direct sur tous nos réseaux sociaux. À bientôt. Allez, à la semaine prochaine.